I have the honor and pleasure to introduce Charlie Clermont from Altic, and he's going to talk about Kafka. And Kafka is kind of the new Redis. So it's kind of the Redis of 2010, the Elasticsearch of 2012, the thing you put everywhere. You don't really know why, but it's cool, right? It's really cool. So let's try to learn why we put Kafka everywhere. Charlie Clermont. Merci. Bonjour, donc je vais commencer par me présenter. Du coup, on va parler de Kafka. J'ai cofondé la société Altic avec Marc Salière. Ça fait maintenant 10 ans qu'on cravache à faire avancer la BI en open source. Et du coup, enfin, ouais, mes technos, ça a été beaucoup, enfin, la BI, après avoir fait un peu de web, et je me suis plongé un peu autour d'Hadoop ces derniers temps. Donc du coup, chez Altic, enfin, notre métier, c'est d'abord donc l'informatique décisionnelle et beaucoup l'intégration de données. Et puis, du coup, on passe beaucoup de temps à faire d'innovation, pas mal de projets de recherche-développement, pour justement, enfin, arriver à proposer, enfin, de la valeur donc à nos clients, enfin, principalement donc autour du traitement, enfin, donc analytique. Donc, je vais vous parler de Kafka, donc un système distribué de messagerie, et qui est tolérant à la panne, un peu que dans la même veine que les Hadoop et compagnie, enfin tous ces trucs qui sont nés enfin à peu près finalement à la même époque et qui résout des problèmes différents. Donc je vais d'abord commencer par introduire enfin ce que c'est et par la suite je parlerai un peu des concepts et puis je finirai un peu par l'écosystème, enfin tous les autres projets ou enfin toute l'intégration qui existe avec les autres projets. Donc c'est quoi? Donc ouais, c'est donc un système de messagerie distribuée, principalement basé sur enfin le côté on publie et puis on s'abonne et puis on récupère des messages. Donc il est prévu pour être robuste, rapide, enfin prévu pour passer à l'échelle aussi, et puis avec une notion de durabilité. Enfin, chez LinkedIn, par exemple, ils vont conserver les messages pendant un grand nombre de jours avant de enfin, pouvoir, avec la possibilité de le réutiliser, donc d'où la notion de réutilisabilité. Les principaux cas d'utilisation, ça va être pour agréger des logs, pour faire du traitement en temps réel, enfin, faire du monitoring, l'utilisation, enfin, du coup, une utilisation aussi en file d'attente. Donc ça a été développé enfin, tout d'abord enfin, donc chez LinkedIn avant de rejoindre donc, la fondation Apache. Aujourd'hui, c'est un projet plutôt actif. Donc on connaissait déjà enfin, ce genre de système, JMS, ActiveMQ pour la partie file d'attente. Et de l'autre côté, enfin, avec les nouveaux systèmes qui sont arrivés, enfin, genre Hadoop, on a vu d'autres solutions enfin, débarquer, comme Flume ou Scribe de Facebook. Mais du coup, Kafka est un peu différent de tout ça, puisqu'il va essayer de réunir un peu les deux, enfin, ces deux mondes. D'un côté, là, on sait traiter beaucoup de données et qu'on n'arrivait pas à le faire en quasi-temps réel. Et de l'autre côté, enfin, des gens qui savaient le faire en quasi-temps réel, mais qui ne savaient pas traiter beaucoup de données et qui n'étaient pas non plus tolérants à la panne. Donc c'est ce qu'on va chercher à résoudre avec Kafka. Un petit exemple de ce qui se fait chez LinkedIn, enfin, qui est l'un des plus gros utilisateurs, enfin, puisque c'est eux qui l'ont créé. Donc ils ont pas loin de 15 serveurs avec 15 000 partitions, on verra ce que c'est tout à l'heure, en répliquant enfin, la donnée 2 fois. Et ils arrivent à traiter jusqu'à effectivement 400 000 messages et 400 mégas enfin, secondes, enfin, au moment des plus gros pics. Quelques cas d'utilisation. Donc on vient de citer celui de LinkedIn. Mais récemment, au Hadoop User Group, on a eu OVH qui a présenté comment ils avaient créé un système anti-DDoS avec Kafka et puis Storm, et qu'ils arrivaient effectivement
bien, comment dirais-je, éviter que les machines enfin, soient pourries par ce genre d'attaque. Ensuite, un autre cas d'utilisation intéressant, c'est Logly, donc qui propose de la collecte et le traitement de logs enfin, en SAS, quoi, on dira. Ils avaient toute une architecture à l'époque autour déjà Kafka, ils utilisaient Storm, ils utilisaient Cassandra. Et finalement, en fait, ils ont conservé que Kafka et puis ils ont écrit leur propre code à la main enfin, pour la partie traitement. Mozilla qui utilise donc Kafka pour tout ce qui est gestion des métriques. Et puis ensuite, il y en a donc plein d'autres. Comment dirais-je en fait, j'ai fait quelques slides à partir de celles de Spotify. Enfin, j'ai essayé de mimer un peu le truc. Donc en fait, il y a très longtemps qu'on essaie d'absorber un grand nombre de logs. Je pense notamment dans les usines avec toutes les sondes qu'on a à disposition. Donc on peut imaginer qu'on en aurait quelques-unes. Donc ça, on sait gérer. Là, comme ça, on sait encore gérer. Et puis, du coup, imaginons qu'on en ait vraiment beaucoup. Il va arriver un moment où tout ça va exploser. Donc du coup, c'est un peu ce qui est arrivé à Spotify, qui utilisait genre les commandes curl et tout ça pour rapatrier leurs logs et les traiter. Et à un moment donné, ils ont plus réussi à les traiter. De la même façon, on a eu un contact aussi qui avait un peu les mêmes problématiques de traitement de logs pour récupérer, qu'il voulait les récupérer en masse et qui s'en sert en plus pour sa facturation. Et à force de répliquer leur système, ils en sont arrivés au point de se dire ok, ce qu'on fait là, c'est pas cool parce que du coup, on n'arrive pas à passer à l'échelle. Donc ouais, si vous voulez un petit exemple, vous pouvez aller voir ce qui se passe chez Spotify, donc, qui ont évoqué le sujet en février dernier. Du coup, ça, c'est juste une page de leur monitoring de tout ce qu'ils arrivent tout ce qu'ils agrègent, tout ce qu'ils récupèrent et qu'ils envoient donc vers Kafka. Donc Kafka est réputé rapide et est rapide. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils utilisent pour tout ce qui est écriture, ils passent par la RAM. Bien que les données persistent sur le disque, en fait, ils utilisent des fonctionnalités, surtout Linux, qui permet d'écrire directement en RAM et après c'est sauvé sur le disque. De la même façon, pour ce qui est de l'écriture, ils vont passer par des systèmes dits zéro copie, qui permet pareil, qui évite de recopier l'information, mais plutôt la faire transiter. Et grâce à tout ça, ils vont arriver à être plutôt rapides pour justement savoir bien ingérer l'information et la garder pour qu'elle puisse être réutilisée. De la même façon, Kafka compresse la donnée de bout en bout. Donc les quelques concepts de ce système, c'est tout ce qui est sera les topics, donc on va en parler, les partitions, la gestion du déplacement des offsets, et le fait de répliquer et puis voir vite fait comment ça se passe côté producteur, consommateur et puis donc les serveurs qui sont les brokers. Donc du coup le système est assez simple. Au lieu d'avoir ce qu'on connaissait peut-être avant, quand on écrit beaucoup de scripts, beaucoup de batch et tout, où on va mélanger les choses, on va plutôt s'appuyer sur un bus, c'est l'idée. Et donc du coup avoir des producteurs qui vont envoyer la donnée en un endroit et du coup d'autres services ou applications qui viendront effectivement interroger ce service Kafka pour justement récupérer la donnée. Et ça fera que les choses seront on sera plus en couplage lâche comme on aime bien en informatique. Du coup, pour ce qui est des données, on va les distinguer. Ils vont être stockés dans ce qu'on va appeler des topics, des sujets, des fils, finalement des fils d'attente. Et ces mêmes topics seront eux-mêmes découpés en partitions pour pouvoir permettre à plein de consommateurs de venir justement récupérer les données sans qu'il y ait de goulot d'étranglement. Et elles seront aussi répliquées. Donc schématiquement, ça donne ça.
Donc on a différents serveurs qui vont constituer le cluster Kafka. Donc chaque fois qu'on va parler de broker, ça signifie un serveur. On va avoir donc des producteurs qui vont écrire donc, sur des files d'attente. Ici par exemple le Zerg Hydra. Donc c'est une file d'attente sur laquelle on va pouvoir envoyer de l'information. L'information elle pourra être donc répliquée sur les différents brokers pour assurer justement la tolérance à la panne. Voilà ce qu'on peut déjà en dire. Oups. Et après, du coup, une file d'attente, ça correspond donc à un flux sur lequel on va envoyer les messages. Il faut savoir que les producteurs vont écrire à la fin, un peu comme si on écrivait dans un fichier. Et du coup, d'autre côté, les consommateurs vont récupérer les anciens messages plutôt au début. Et grâce à la file d'attente, donc en fait c'est juste une clé sur laquelle on va pouvoir grâce à laquelle on va pouvoir récupérer donc ces infos. De la même façon, donc en fait on va avoir la notion de groupe de consommateurs qui va permettre effectivement qu'un même groupe d'applications, on va dire, puisse effectivement récupérer les infos de façon plus intéressante, plus simple, plus efficace. Par la suite, au niveau des messages, il y a quelque chose qui est plutôt intéressant aussi. On a une espèce de mode en bulk. Donc en fait, ça fait qu'on ne va pas simplement écrire juste un message. Quand on va vouloir optimiser le système, on va pouvoir envoyer un gros paquet de messages qui vont être écrits en même temps vers le système. Et du coup, c'est ce qu'on appelle aussi les segments. Ensuite, pour ce qui est des partitions, donc, on va s'arranger pour que, que quand on écrit l'information, elle soit quand même ordonnée, de façon à, assurer une certaine cohérence dans les informations, une fois qu'elles seront récupérées. Par contre, ça va être au consommateur de s'assurer qu'il récupère l'information dans le bon ordre. Donc là, au niveau des consommateurs, donc chaque message possède un espèce d'identifiant unique. Et en fait, c'est au consommateur ça sera au consommateur d'aller récupérer les informations qui les intéressent et conserver de son côté où est-ce qu'il en est dans la lecture. Et donc de se déplacer là où il veut, au début, à la fin, relire la file d'attente si ça l'intéresse, comme il le souhaite. Enfin, pour assurer donc la tolérance à la panne, donc on va pouvoir mettre un nombre de réplicas et donc on va s'assurer que les réplicas sont répartis uniformément sur les différents serveurs, de façon à ce que si jamais il y a un problème, qu'on puisse redistribuer les messages et que les serveurs se répartissent les infos correctement. Alors, pour ce qui est de la réplication, comment ça se passe? Donc, il y a plusieurs modes, et ce qui va entraîner plus ou moins la rapidité du système. Soit on n'attend pas d'accusé de réception, on peut perdre quelques messages. Donc en fait, il y a des cas où c'est intéressant. Je pense toujours au retour qu'a fait OVH qui disait que de toute façon, ils avaient tellement d'infos que si jamais ils perdaient un message, c'était pas très grave. De la même façon, on peut attendre que le premier leader à chaque fois qu'on va émettre un message sur une file d'attente, il y a, vers Kafka du moins, il y a un des serveurs qui va être leader pour ce message qui vient d'être envoyé. Donc du coup, on peut attendre qu'il y ait un premier serveur qui dit OK, le message est au moins arrivé sur le leader. Et autrement, dernier cas, mais qui prendra du coup un peu plus de temps, ça sera d'attendre qu'on ait complètement la validation, que tous les messages ont bien été répliqués, sur tous les serveurs, selon le nombre de réplicas qu'on avait demandé. Donc si jamais on regarde ça d'un peu plus dans le détail, si jamais on avait plusieurs producteurs et plusieurs messages qui arrivaient,
Donc on aurait quelque chose comme ça où chacun des serveurs, à un moment donné, enfin, devient leader pour un message. Donc après, pour enfin, ce qui est enfin, de l'API ou la façon dont on utilise Kafka, en fait, ça reste relativement simple, en tout cas à écrire. Après, on pourra avoir enfin, on pourra aller rentrer dans le, comment dirais-je, dans le détail et écrire des choses de façon beaucoup plus complexe et élaborée, puisqu'on va pouvoir manipuler, par exemple, la taille des batchs, vérifier, enfin, si on veut être plutôt en asynchrone, est-ce qu'on veut de la compression, quel type de compression. Donc, en fait, on va avoir tous ces paramètres-là qui vont entrer en jeu et pour écrire donc, son producteur de données. Alors, il faut savoir qu'il y en a enfin, déjà qui existent, de producteurs de données, c'est justement enfin, ce que je montrais un peu ici, où en fait, par exemple, pour tout ce qui est Log4j, donc si jamais vous avez des serveurs avec des logs, je pense notamment à tout, enfin dans le monde Java, on en a plein. Du coup, vous pouvez les envoyer directement dans Kafka et avec effectivement la possibilité de les consommer, on dirait, enfin quand vous voulez, les rebalancer vers un Elasticsearch ou les traiter avec Kibana, les rebalancer vers je sais pas, un Spark Streaming qui viendra vous traiter les données, vous remonter des alertes, enfin tout ce genre de choses. Après, du coup, en fait, dans l'idée de Kafka, enfin aussi, c'est qu'on va pouvoir, enfin, même si on a un consommateur, il va lui-même pouvoir réécrire dans une file d'attente. Ce qui fait que vous allez pouvoir, enfin, avoir des programmes relativement, enfin, des applications relativement légères, puisque, enfin, elles pourront se contenter de faire juste une partie du job, et non pas enfin, traiter tout un flux qu'on ne saurait, comment dirais-je, bien tester. Et du coup, enfin, pour ce qui est de la consommation de données enfin, depuis Kafka, enfin, il y a deux niveaux en fait, au niveau de l'API. Un niveau enfin, plutôt simple où vous allez enfin, tout gérer enfin, manuellement, et un niveau enfin, comment dirais-je, assez rapide aussi, qui sera du coup à utiliser en production. Alors, quelques lignes de code. Ici, donc, enfin, en gros, on va pouvoir aller lire enfin, son topic, on paramètre enfin, son Kafka. Et du coup, on pourra effectivement consommer tout ça enfin, en récupérant les messages au fur et à mesure. Donc, en fait, c'est pas très compliqué. Et du coup, en fait, l'API, c'est en Java, mais il y a de nombreux clients. Enfin, je vais vous montrer ça enfin, dans pas longtemps. Ouais, donc du coup, enfin, maintenant, enfin, l'écosystème, enfin, comment enfin, Kafka est employé. Et, voilà, enfin, donc du coup, un peu comme dans tous les projets qu'on connaît actuellement, enfin, un peu comme dans les bases de données. Donc on dispose d'une richesse enfin, d'API, enfin, de langage pour interroger Kafka et enfin, créer enfin, aussi bien ses producteurs que ses consommateurs. Il faut savoir que comment dirais-je, au sein des gens qui codent Kafka, enfin, ils assurent qu'en gros Java et Scala, mais après, du coup, il y a plein de gens qui ont écrit enfin, toutes les librairies qui vont bien enfin, pour vous aider à comment dirais-je, à prendre en main et à pousser vos données vers Kafka et les consommer ensuite. Toujours enfin, dans la même veine, donc en plus des consommateurs et des producteurs enfin, comment dirais-je, avec l'API qu'on peut écrire enfin, soi-même. Donc il existe déjà des implémentations enfin, pour des projets plus spécifiques, aussi bien enfin, Storm que Samza, enfin, mais aussi Spark Streaming. Spark Streaming. Un autre projet qui s'appelle Camus, enfin, créé aussi par LinkedIn et qui va vous permettre de rapatrier enfin, vos données enfin, depuis Kafka dans Hadoop. Ça peut être pratique puisque du coup enfin, ça va vouloir dire que toutes les données temps réel que vous avez eues à un moment donné enfin, dans Kafka, vous pouvez en fait, les décharger en masse enfin, vers Hadoop et en fait, du coup archiver et de la même façon enfin, faire en sorte que, comment dirais-je, que vous puissiez les retraiter en batch, enfin, si nécessaire. Alors du coup, enfin, je passe à ma slide suivante. En fait, Spark, enfin, vous l'avez compris, enfin, n'est jamais pas Spark, pardon. Kafka, enfin, vous l'avez compris, enfin, n'est jamais enfin, utilisé tout seul. Donc, il est toujours accompagné enfin, d'un utilitaire ou d'un framework en fait, pour traiter l'information. Et donc, ici, en fait, on voit bien en fait,
enfin, un intérêt de Kafka, c'est on va pousser de la donnée enfin, dans une file d'attente, elle va pouvoir être traitée enfin, par un processus. Et du coup, ce processus-là, enfin, qui est un consommateur, va pouvoir lui-même déverser en fait, ce traitement-là enfin, au sein d'une file d'attente Kafka. Et comme ça, on va pouvoir du coup, pareil, bien tester ici et éviter d'avoir un traitement trop long. Et si jamais ça plante, du coup, on aura encore les données, on aura les résultats enfin, qui ont déjà été poussés ici. Et ainsi de suite. Donc on recommence, du coup, on a un nouveau consommateur producteur qui va ici aller enfin, consommer l'information et la redispatcher du coup, enfin, vers une base de données. Et en même temps que cette donnée enfin, est comment dirais-je, consommée ici, elle peut être du coup enfin, déversée vers un autre système. Donc j'en ai presque fini. Donc après, au niveau architecture machine, donc Kafka est très consommateur en RAM, puisque du coup, comme vous l'avez vu, il va principalement en fait, pousser ces données enfin, dans la partie page cache du système d'exploitation. Et même si seuls 4 gigas, enfin, sur une machine de 64 gigas sont utilisés par l'instance, enfin le broker Kafka, en fait, du coup, les 60 gigas restants vont quand même être enfin, quasiment dédiés à cet outil. Pour finir, donc, ouais, enfin, donc, la plupart de mes slides, enfin, donc j'ai beaucoup récupéré des données, enfin, des informations que Michael G. Knoll de VeriSign a publié enfin, dans un cours qu'il a appelé comme ça, The Basic Training de Kafka. Donc si vous avez si vous voulez bien prendre en main Kafka, je vous invite à aller voir ces slides. Et voilà, j'en aurai fini. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va permettre une question, comme on est un tout petit peu là, et voilà.